Pour ce sujet, je vais changer complètement de ce que je fais habituellement. Je ne vais pas vous parler d'un meurtre ou d'une disparition, mais bel et bien d'un braquage, un très gros braquage qui a eu lieu il y a 20 ans, en 2003, au Diamond Center en Belgique. C'est un bâtiment qui contient une chambre forte, censée être inviolable. Donc certains le surnomment le casse du siècle, car nous avons affaire au plus grand braquage de diamants de l'histoire. Ce sont environ 100 millions de dollars en diamants qui ont été volés en une nuit, en quelques heures. Pour cette affaire, je vous propose qu'on se mette dans le mood un peu Ocean's 11 avec une petite dose de mystère en plus. Ça va être plutôt cool. Le Diamond Center, situé à Anvers, en Belgique, est le cœur névralgique du commerce mondial des diamants. Près de 80% des diamants bruts extraits dans le monde transitent par ce centre. Tout le quartier autour du Diamond Center tourne autour de ce commerce. On appelle d'ailleurs le quartier le kilomètre carré du diamant. Il recense 1800 compagnies et 30 000 emplois du secteur. Et on estime qu'il brasse environ 30 milliards d'euros chaque année. La salle des coffres, qui abrite les diamants et les bijoux, elle est située 2 étages en dessous le Diamond Center. Elle est protégée par 10 mécanismes de sécurité multiples, notamment une porte de 3 tonnes à combinaison électronique, des capteurs magnétiques, il y a des caméras de surveillance, des détecteurs de chaleur, infrarouge, un capteur sismique. On y reviendra plus tard, je vais vous expliquer comment ils ont fait pour passer tout ça. My God. Mais je vous propose d'abord de vous présenter les membres de l'équipe qui ont braqué le centre durant la nuit du 15 au 16 février 2003. Le groupe se composait donc de 5 voleurs italiens, connus sous le nom de l'école de Turin. La figure de proue de ce groupe, c'était un homme nommé Leonardo Notarbartolo, né en 1952 à Palerme, en Sicile. Notarbartolo, c'était un voleur professionnel qui a commencé sa vie criminelle à l'âge de 6 ans après avoir volé un laitier local. Alors, de ce que j'ai lu, il était entré pour acheter du lait à la base, mais le truc c'est que le laitier il était endormi derrière à son poste en fait. Il en a profité pour voler la caisse et plusieurs litres de lait en plus. Du gros crime, ça. Ou du gros crime, ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'était peut-être un petit crime, mais il y a quand même une nouvelle passion qui est née ce jour-là chez lui. Et malgré le fait que sa mère l'ait battu pour ça quand même, hein, faut le noter. Mon doux. Il avait des compétences exceptionnelles pour manipuler les gens et il était capable de comprendre le comportement de ceux qui l'entouraient. En gros, il avait un bon instinct pour juger les gens. Et c'est grâce à cet instinct qu'il a monté l'équipe. Le deuxième membre était surnommé Speedy. Il était décrit comme un homme anxieux et paranoïaque. Speedy, c'était un ami d'enfance de Leo Notarbartolo. Le reste du groupe avait des réserves sur sa présence dans l'équipe, son tempérament fragile étant considéré comme un risque. Mais Notarbartolo a insisté pour qu'il fasse partie de l'équipe. Je ne sais pas si c'était un bon move, on en reparlera plus tard. Le troisième membre était surnommé The Monster, le monstre, parce que c'était un gars musclé, intimidant et connu pour sa force physique. A priori, c'est lui qui aurait suggéré au groupe ce braquage en 1997. Il était électricien, mécanicien, expert en mécanisme de serrure et très bon conducteur. Ça fait un gars plutôt bon pour les braquages du coup. J'imagine très bien. Le quatrième membre de l'école de Turin était surnommé le génie. Il était spécialisé dans les systèmes d'alarme. C'était également un expert en électronique, déjà connu de la police, car il avait déjà fait d'autres braquages. Et enfin, le cinquième et dernier membre du groupe était surnommé le roi des clés. C'est d'ailleurs le seul membre qui n'a jamais été appréhendé par la police et dont on n'a aucune piste sur l'identité. On ne sait pas qui c'est. On sait juste qu'il était plus âgé que les autres et que, a priori, c'était l'un des meilleurs forgeurs de clés au monde. Son implication a été essentielle pour contourner les mécanismes de verrouillage de la chambre sans déclencher l'alarme. Donc ça fait une bonne petite équipe, hein. Ouais. Il y a Valentine qui dit que ça lui fait penser à Baby Driver. Ah ouais, c'est vrai. J'avoue. C'est vrai que c'est vrai. Mais, Moi aussi. mais en fait, Très cliché, tu sais, les personnages, dans le fond, que tu décris. Je pense que ça l'a probablement inspiré certains films, là, c'est sûr. Bah, non, mais carrément. Je pense que ça a été une inspiration parce que là j'ai l'impression en fait de décrire un film en fait, en mode bon, on décrit le groupe, ils sont tous un peu caricatural, tu vois. Ils ont tous lui il est bon, il conduit bien, lui il est costaud, on va en avoir besoin. Lui, il est intelligent, il est capable
il connaît l'électronique, puis Mm. tu sais, dans le fond, il est pas physiquement, c'est pas le plus en forme, mais il faut le cliché. D'ailleurs, je crois que la Paramount a acquis les droits pour en faire un film, mais ils l'ont pas encore fait. Donc ça viendra peut-être un jour. Donc, maintenant que nous avons l'équipe, je vais vous raconter la chronologie. Il faut savoir que ce genre de casse ne peut pas se prévoir en une journée. Le groupe a méticuleusement planifié son braquage pendant 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais, 18 mois. Pour Ouh. s'assurer que le braquage se déroule efficacement et sans accroc, il fallait que le groupe connaisse absolument le complexe par cœur et surtout connaître toutes les mesures de sécurité. Le premier problème, c'est qu'il fallait pouvoir entrer dans le bâtiment. Et pour ça, il fallait être dans le business du diamant. Alors, Notar Bartolo, il a pris des appartements non loin du Diamond Center, il a créé une entreprise. Il a ensuite pris rendez-vous avec la gérante du Diamond Center et a prétendu vouloir faire du commerce entre Turin et Anvers. La gérante a accepté et lui a donné le bureau numéro 64 au 5e étage du bâtiment B, une place de parking et surtout un coffre dans la chambre forte. Tout ça pour 700 € par mois. 700 €. 700, ouais, 700 €. Tu peux, si t'es une entreprise, pour 700 € par mois, tu peux avoir un bureau et ton coffre-fort. C'est pas mal. C'est pas mal. Faut pouvoir sortir les 700 €, mais avec ça, t'es officiellement dans le commerce du diamant et surtout, tu peux accéder à la chambre forte si un jour tu veux voler le Diamond Center. C'est ça. Notar Bartolo avait donc maintenant une bonne raison de se rendre dans la salle des coffres pour pouvoir l'examiner, comprendre les mesures de sécurité et surtout déterminer comment les contourner. À chaque visite, il en profitait pour prendre des photos. Il avait un stylo avec un capteur photo caché, comme dans les films d'espionnage des années 2000. Il avait ça. Et lors de l'une de ses visites, il a placé une caméra juste au-dessus de la porte du coffre-fort qui était dirigée vers la serrure. Et donc, le groupe, il a pu analyser les vidéos. Ils ont réussi à déterminer le code pour contourner le premier verrou, grâce à cette caméra. Mais vous imaginez bien qu'avoir la combinaison de cette serrure, c'était pas suffisant, car la salle disposait de bien d'autres mesures de sécurité et pas mal de capteurs. Et le groupe, il pouvait pas se planter, sinon ils finiraient tous en prison. Alors, ils ont décidé de s'entraîner pour perfectionner leur technique. Et pour ça, ils ont construit une réplique grandeur nature de la chambre forte dans un entrepôt. Et donc, le groupe a pu simuler le braquage un nombre de fois incalculable, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de leur coup et que chaque étape soit maîtrisée à la perfection. A priori, quelqu'un les aurait aidés pour financer cette réplique, mais on ne connaît pas l'identité de la personne. Ça fait aussi partie du mystère de l'affaire. Parce qu'il faut se rappeler qu'il fallait quand même débourser 700 € par mois pendant 18 mois. Ouais. Et également réussir à faire une réplique grandeur nature de la chambre forte. Toujours est-il qu'il a fallu beaucoup de patience avant que le groupe puisse enfin passer à l'action. Mais ce jour-là est finalement arrivé. La journée juste avant le braquage, le 15 février 2003, Leonardo Notar Bartolo, a de nouveau visité la chambre forte dans le cadre d'une inspection de routine de son coffre. Mais cette fois, alors que personne ne le regardait, il a arrosé les capteurs thermiques avec de la laque pour cheveux, ce qui permettait de les rendre HS temporairement sans éveiller les soupçons. Le temps serait limité, mais le groupe pourrait revenir un peu plus tard sans déclencher les capteurs thermiques. Le braquage s'est donc passé la nuit du 15 au 16 février 2003, juste après minuit. Leonardo attendait à l'extérieur à bord du véhicule qui leur servirait pour s'évader pendant que les 4 autres hommes s'occupaient du braquage. Pour un complexe aussi important, la sécurité laissait quand même quelque peu à désirer, car les 4 hommes ont pu s'introduire dans le complexe via un bâtiment adjacent au Diamond Center. Et en plus de ça, à cette époque-là, il n'y avait pas de garde de nuit le week-end. Ok, pourquoi? Parce que je pense qu'ils étaient trop confiants sur leur système de sécurité. Ils avaient une squad qui s'appelait la Diamond Squad qui pouvait arriver d'une minute à l'autre. Mais le problème, c'est que s'il n'y avait aucun capteur qui se déclenchait, personne n'arrivait en fait. Ok. Mais c'est vrai que pour un bâtiment comme ça, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des gardes postés aux portes. Et c'est pas le cas. Surtout si tu me dis que c'est quand même un quadrilatère où il y a plusieurs entreprises, que clairement, ça devrait être surveillé plus que ça. Alors peut-être qu'il y avait certaines entreprises, tu vois, qui faisaient bien leur travail aux alentours et qui étaient correctement surveillées. Mais c'était pas le cas du Diamond Center qui contenait quand même la chambre forte, quoi.
OK. Est-ce qu'on sécurisait maintenant? Eh ben, j'espère pour eux. Je pense que la sécurité a dû pas mal évoluer, surtout que c'était quand même il y a 20 ans. Je pense que quand tu perds 100 millions de dollars, tu t'en tires quelques idées pour améliorer ton système de sécurité. Tu t'assures que ça n'arrive pas Mm. une deuxième fois. Pour rentrer dans le bâtiment, ils ont donc dû désactiver une caméra infrarouge. Et pour ça, l'un des hommes, donc c'était le génie, il a utilisé un bouclier en polyester pour s'en approcher. Et ensuite, il a laissé le bouclier devant la caméra. Le polyester a des propriétés spécifiques qui empêchaient la caméra de détecter la présence du groupe. Ensuite, il a désactivé une alarme sur les fenêtres du balcon. Et donc, juste en désactivant ces deux systèmes, ils ont pu entrer dans le bâtiment sans aucun problème. Le groupe s'est ensuite rendu dans l'antichambre de la chambre forte, donc la pièce juste avant la chambre forte. Avec toute la reconnaissance que Notar Bartolo avait faite, ils savaient qu'il y avait des capteurs de lumière. Ils les ont donc recouverts de sacs en plastique noir et ils ont éclairé la pièce seulement avec leur lampe frontale pour éviter d'avoir une source lumineuse trop élevée. Maintenant qu'ils étaient dans l'antichambre, il fallait maintenant entrer dans la chambre forte. Sa serrure était sécurisée par 2 plaques magnétiques, une fixée sur la porte et l'autre sur le mur. Si ces plaques étaient séparées, le champ magnétique se désactivait et une alarme se déclenchait. Le génie a alors créé une plaque en aluminium sur mesure qu'il a fixée afin de garder le contact. Il a donc pu dévisser l'aimant fixé sur la porte sans que l'alarme se déclenche. Concernant la combinaison de la porte, parce que il y avait aussi une combinaison, ils avaient réussi à l'obtenir, je l'ai dit tout à l'heure, grâce à la caméra que Notar Bartolo avait cachée dans l'antichambre. Par contre, cette combinaison ne suffisait pas pour ouvrir la porte. Il y avait aussi une clé physique qui était nécessaire. Mais le groupe a remarqué, donc sur les images de sécurité, que les gardes avaient tendance à entrer dans un placard juste à côté avant d'ouvrir la porte. Ils ont théorisé que la clé était cachée dans cette pièce, et c'était le cas. Donc là, il y a eu un facteur chance. Par contre, même si ça n'avait pas été le cas, le roi des clés avait prévu une réplique de la clé grâce aux images qu'ils avaient visionnées, et a priori, ils auraient quand même pu passer. Ils ont quand même préféré utiliser la clé originale pour éviter que les services de sécurité sachent que la clé pouvait être produite. Avant d'entrer dans la chambre forte, ils ont éteint toutes leurs sources de lumière, car il y avait de nouveau des capteurs de luminosité à désactiver. Le génie est donc entré dans le noir. Il a relié les câbles électriques du capteur de lumière pour fermer le circuit électrique. En fermant en fait le circuit électrique, maintenant que les capteurs se déclenchent ou non, l'alarme resterait muette. Par sécurité, ils ont quand même scotché le capteur de lumière. Ils ont mis une boîte de polyester sur le capteur de chaleur que Leonardo avait laqué quelques heures plus tôt. Et ils ont travaillé à la lampe frontale. Ils avaient de toute façon besoin que très peu de lumière, comme je le disais, parce qu'ils avaient mémorisé l'intérieur par cœur, tu vois. Ils ont ouvert une centaine de coffres à l'aide de leurs outils maison. Et une fois qu'ils ont rempli tous leurs sacs, vers 5h30 du matin, ils sont remontés à la surface pour rejoindre Notar Bartolo pour charger la voiture. Et donc ils ont pris vraiment tout ce qu'ils pouvaient prendre, mais ils n'ont pas ouvert tous les coffres, ils ont ouvert une centaine, 120 je crois, sur 160. En sortant, ils ont également volé les séquences de caméras de sécurité enregistrées sur les caméras à l'intérieur du bâtiment. Ils avaient tout prévu. Quelques heures plus tard, c'est le concierge qui a découvert que la chambre forte avait été cambriolée. La Diamond Squad, donc l'équipe en charge de la sécurité du bâtiment, est descendue pour les vérifier, puis elle a alerté la police de la ville. Dans la pièce, il y avait pas mal de bijoux, enfin de boîtes à bijoux, de sacs vides qui étaient éparpillés partout. Il y avait même des bracelets en diamant qu'on estimait à plus de 35 000 euros qui étaient laissés sur le côté parce qu'ils n'avaient pas assez de valeur, tu vois, pour l'équipe. Ouais. La valeur totale du braquage était estimée à environ 100 millions de dollars, ce qui lui a valu une place dans le Guinness Book des records. Nous avions affaire à un casse parfait et efficace, tout était impeccable, mais tout était sur le point de basculer à cause d'une erreur de débutant. Maintenant que le braquage était terminé, l'école de Turin devait maintenant se débarrasser de toutes les preuves incriminantes. Le jour d'après le braquage, alors que le groupe voyageait en voiture entre Anvers et Bruxelles, Speedy était complètement en panique. Il était persuadé que la police était à leur trousse. Et malgré les tentatives des autres membres pour le rassurer, il a commis une erreur fatale. Il a jeté hors de la voiture un sac poubelle plein de preuves sans les brûler. Et comme ils étaient en pleine campagne,
et qu'ils avaient effectivement peur d'être poursuivis, ils ont laissé le sac, pensant qu'ils ne seraient jamais retrouvés. Et ça aurait pu être le cas. Hein. Là, l'affaire, tu vois, elle aurait pu s'arrêter là. Mais le problème, c'est que le terrain sur lequel ils avaient jeté le sac, elle appartenait à un agriculteur qui surveillait énormément ce qui se passait sur sa propriété. Oupsie. Il lui a pas fallu longtemps pour découvrir le sac poubelle abandonné. Et pensant qu'il avait été largué par des adolescents, il en a informé la police. Les agents ont d'abord été réticents pour aller voir l'agriculteur, parce que cet agriculteur, il avait l'habitude d'appeler la police pour tout et n'importe quoi. Mais lorsqu'ils lui ont demandé de l'ouvrir, tu vois, pour décrire au téléphone ce qu'il y avait dedans, et qu'il leur a dit en direct, je crois qu'il y a des diamants dedans, et ils se sont empressés de venir lui rendre visite. Non. Après avoir examiné le sac poubelle, les policiers ont trouvé pas mal de choses. Donc il y avait effectivement quelques diamants, il y avait une bouteille de vin, des pots de yaourt vides, des sandwichs à moitié mangés. Il y avait aussi une carte d'identité portant le nom d'Elio Donorio. Un nom déjà connu des services de police, principalement pour des vols de véhicules et de trafic de cocaïne. On pense que c'est l'identité du génie. Car oui, on connaît le nom de tous ceux qui ont été arrêtés, mais par contre, on fait que supposer quand on fait les liens entre les noms et les alias qu'ils utilisaient. On ne sait pas, voilà. Okay. Pour Elio Donorio, on pense que c'est le génie, en tout cas. Bon. Dans le sac, il y avait aussi un document déchiré qui, une fois recollé par la police, portait le nom d'une société appelée Damoros Preziosi. Désolé pour mon accent italien. C'était l'entreprise qui appartenait à Notarbartolo et qui occupait les locaux du Diamond Center. Lorsque les policiers ont visité l'endroit, ils ont trouvé que des bureaux vides, il n'y avait rien du tout. Cette entreprise permettait juste à Notarbartolo d'accéder au bâtiment et à la chambre forte. Il n'en avait pas besoin. C'est un front. Ouais, exactement. Ils se sont donc penchés naturellement sur Notarbartolo et ils ont remarqué ses nombreuses visites à la chambre forte ces derniers mois et le fait qu'il portait toujours un cahier pour prendre des notes avec lui. Ils ont aussi remarqué que son coffre-fort avait été l'un des seuls à ne pas avoir été pillé ce soir-là. Mais même avec les articles trouvés à l'intérieur du sac poubelle, ils avaient besoin de preuves supplémentaires. Ils ont donc dans un premier temps arrêté Notarbartolo pour le placer en garde à vue. Et pendant que l'interrogatoire avait lieu, ils se sont rendus à son domicile, à Anvers, et ils ont trouvé sa famille en train de nettoyer l'appartement. Ah! Sa famille... le ménage du printemps. Et exactement, tu vois, on était en printemps, en plus on était en mars, il me semble. Hein. Ben tu vois, il aurait pu insister plus sur le ménage du exactement. Ok, donc sa famille n'a répondu à aucune question, mais la police n'en avait pas besoin. À l'intérieur, les policiers ont découvert le même ruban adhésif qui avait été utilisé pendant le braquage. Ils ont également trouvé la carte SIM qu'utilisait Speedy et qui prouve qu'il se trouvait au Diamond Center la nuit du braquage. Et en plus de ça, pour enfoncer le clou, ils ont trouvé des diamants sur un tapis à l'intérieur de l'appartement. Ils avaient trop de diamants, je te dis. Et c'était le même type de diamant qui avait été trouvé dans le sac poubelle. Là, on peut dire que les preuves étaient accablantes. Ouais. Mais malgré tout ça, Notarbartolo n'a jamais avoué quoi que ce soit pendant son interrogatoire. Interrogatoire qui a duré 8 heures, quand même. Il a donc été arrêté en mars 2005. Il faut savoir qu'en Belgique, tous les vols sont traités de la même manière et que la durée de la peine ne varie pas en fonction de la valeur des biens volés. On est généralement sur une peine de 5 ans de prison. Notarbartolo en a cependant reçu 10. Donc j'imagine qu'il y a quand même des petites variations quand tu es à 100 millions de dollars, tu vois. Ouais. Concernant les autres membres, comme je vous l'ai dit, on a leur identité, mais on ne sait pas officiellement quel était leur pseudo durant le braquage. C'est donc Elio Donorio qui a été appréhendé peu de temps après. On pense que c'est le génie, mais il a nié son implication dans le braquage. Ses empreintes digitales ont cependant été retrouvées sur le ruban adhésif qui avait été utilisé pour couvrir les capteurs à l'intérieur de la chambre forte. Il a donc été condamné à 5 ans de prison. Ensuite, Ferdinando Finotto, on pense que c'est le monstre, en raison de sa carrure. Il a été arrêté en Italie en novembre 2007. La police est remontée jusqu'à lui grâce à des billets qui se trouvaient dans la chambre et qui ont été retracés. Il a également été condamné à 5 ans de prison. Puis enfin, Pietro Tavano, sûrement Speedy, il a également été arrêté et condamné à 5 ans de prison. Il reste donc un membre, le roi des clés, qui n'a jamais été arrêté
et dont nous ne connaissons toujours pas l'identité à l'heure actuelle. Mais tout le monde a gardé le secret. Tout le monde a gardé le secret. Aujourd'hui, tous les hommes ont purgé leur peine et sont libres. Ils vivent leur vie à travers le monde. Mais si la police n'est plus à leur trousse, ils sont quand même assez observés. Et a priori, aucun d'entre eux ne vit dans le luxe et profiterait du butin. Mais il n'en demeure pas moins que les diamants volés dans la chambre forte n'ont jamais été retrouvés. Et que les voleurs n'ont jamais divulgué d'informations qui pourraient conduire à leur emplacement. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas où ils se trouvent. Notarbartolo, il a été interviewé pour le magazine Wired et il a donné pas mal de détails sur le braquage. Il a également affirmé que le groupe avait été engagé par un marchand de diamants juif qui avait financé l'opération. L'accord, c'était que le marchand y prendrait un tiers du butin et que le groupe se partagerait le reste. Le marchand de diamants aurait aussi bénéficié de ce braquage car il prévoyait de faire une fraude à l'assurance. Par contre, on ne sait pas si ce que dit Notarbartolo dans cette interview, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Ce qu'on sait, c'est que la chambre forte, elle n'était pas assurée au moment du vol, mais que peut-être certains propriétaires, donc peut-être le marchand de diamants, peut-être certains propriétaires avaient des coffres, eux, qui étaient assurés. En tout cas, ils avaient peut-être assuré leurs biens. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce vol n'en demeure pas moins le plus grand braquage de diamants de l'histoire. Son exécution a été patiemment planifiée et parfaitement exécutée. Les membres de l'école de Turin auraient sûrement pu s'en sortir si leurs actions n'avaient pas été si désorganisées après le braquage. Enfin, si Speedy n'avait pas flippé, en fait, finalement. Hein. Mais ça allait tellement bien. Et le truc, c'est qu'en plus, les autres membres n'étaient pas pour Speedy, tu vois. En fait, ils avaient tous des spécialités. Et celle de Speedy, c'était d'être un ami d'enfance, en fait, de Notarbartolo, quoi. C'est tout. Ouais. Mais du coup, un ami de confiance, j'imagine, tu vois. Ouais. Je pense qu'il lui faisait méga confiance. Il reste donc 3 grandes questions dont on n'a toujours pas la réponse. La première, c'est qui a financé le braquage ? Je vous rappelle que le groupe avait assez d'argent quand même pour se construire une réplique de la chambre forte grandeur nature. Il fallait également financer les frais pour la fausse entreprise. Donc 700 € par mois, rien que pour avoir accès à la vraie chambre forte, du coup, fois 18 mois. Hein. Le deuxième point sans réponse, c'est toujours l'identité du roi des clés. Il n'a jamais été interpellé. On sait juste qu'il était plus vieux que les autres membres. Comment a-t-il échappé à la police alors que tous les autres ont été appréhendés ? Est-ce qu'il est encore en vie ? Si oui, est-ce qu'il sait où sont les diamants ? Et bien sûr, la question à 100 millions, où se trouve le butin ? Où sont les diamants ?